Donc, autour de la table, Françoise Gris. Bonjour Françoise. Bonjour Stéphane. Administratrice aujourd'hui, Françoise. Donc, Oui, moi, je vous ai connue patronne de Manpower. Déjà, je ne vous ai pas connue comme patronne d'IBM. IBM, Manpower, Pierre et Vacances, et puis ensuite c'est sympa de me rappeler mon âge et ma longue carrière. Mais non, c'est ce qui vous donne toute la légitimité pour vous exprimer. Un peu d'expérience. Voilà. C'est pour ça que je suis ravi de vous retrouver ici et de discuter avec vous des grandes affaires politiques et économiques du moment. Voilà, Françoise, donc administratrice. Vous pouvez dire de quel groupe vous êtes l'administratrice aujourd'hui? Crédit Agricole, Edenred, Française des Jeux, par exemple. C'est bien, c'est diversifié en plus. Mathieu Courtecuisse, salut Mathieu. Salut Stéphane. Président fondateur de SIA Partners. Alors, j'ai juste une question très ouverte. Françoise, on va parler de la situation politique, mais est-ce qu'elle vous inspire un commentaire particulier au-delà des quelques thématiques que moi j'ai pu avancer là, quand on a préparé ensemble cette émission? Il est temps qu'on retrouve du sens commun. À la fois dans la perspective et dans la volonté d'agir ensemble. Une fois qu'on a dit ça, on n'a à peu près rien dit parce qu'il faut y arriver. Et donc, il faut s'appuyer sur quelques femmes et hommes de bonne volonté qui vont passer les postures, qui vont passer les analyses délétères et qui vont se dire, on est là où on en est et Dieu sait qu'on l'avait vu venir. Du coup, qu'est-ce qu'on fait avec les ingrédients que l'on a en place? Donc, finalement, c'est une bonne chose. Finalement, c'est un levier pour... Et pourquoi non? Alors, c'est toujours bon, finalement, d'essayer d'établir un consensus. Oui, je pense, oui. Mais puis de toute manière, on est là où on en est. Et je pense que finalement, le Parlement, puisqu'on peut parler de ça, il reflète l'opinion. Et à un moment donné, il va bien falloir qu'on traite ce sujet qu'on a essayé d'éviter depuis des années. Ça fait des années qu'on espère que ce que les électeurs expriment de façon très différente ne va pas se traduire dans les pouvoirs exécutifs. Si, voilà, on y est. Et c'est plutôt sain, je trouve. Maintenant, c'est très nouveau pour la France. C'est inquiétant parce qu'il y a d'autres institutions dans le monde occidental qui sont aussi sous pression. Donc on peut se dire qu'on n'est pas globalement préparé à une géopolitique violente. Mais dans le fond, on va peut-être pouvoir apprendre d'autres façons de travailler. Mais en même temps, regarde, c'est pas du tout pour parler de ce sujet, parce que je pense qu'il est vraiment à l'écart des thématiques que l'on traite, nous. Mais ce débat naissant sur l'avortement en France et sur l'inscription de l'avortement dans la Constitution. Je lisais là un papier très intéressant où Marine Le Pen, ça y est, elle est responsable. Aujourd'hui, elle ne peut plus partir dans l'anathème, quel qu'il soit. C'est 90 députés. Et il va falloir qu'elle donne une consigne de vote à un moment ou à un autre si le sujet arrive sur la table. Je trouve ça super intéressant. Et d'ailleurs, sur ce sujet-là, sur le sujet de l'avortement, elle a pris une position très claire et très favorable aux droits des femmes. Je trouve ça Sauf très que là, c'est inscription ou pas dans la Constitution. C'est plus le même enjeu et c'est ces 90 gars qui vont devoir suivre. Mathieu? Moi, je suis un peu inquiet parce que finalement, le Parlement, enfin l'Assemblée nationale, aujourd'hui, elle est le résultat de ces élections un peu particulières où finalement les diagnostics n'ont pas été vraiment posés. Donc en fait, faire des compromis sur un diagnostic qui n'est pas vraiment bien posé, ça représente quand même une difficulté. Moi, je trouve que cette Assemblée, elle est le reflet d'une irresponsabilité structurelle qui s'est développée à cause du quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire que le quoi qu'il en coûte a démonétisé les partis de gouvernement, parce qu'au fond, puisqu'on pouvait raser gratis, on pouvait raconter n'importe quoi, tout le monde a un peu proposé n'importe quoi, et même sur les partis de gouvernement, objectivement, on a plutôt proposé des choses qui allaient dans le sens pour caresser l'opinion, plutôt que l'inverse. Donc ça ne prépare pas vraiment bien à passer des compromis. Et là, très concrètement, maintenant, on est dans un contexte inflationniste. On est, pour paraphraser un petit peu ce que disait un des conseillers de Bill Clinton, « It's the economy stupid ». Là, c'est « It's the energy stupid ». C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un contexte particulier où il va falloir prendre des mesures assez nettes sur les sujets de l'énergie. Et les sujets de l'énergie, ça touche vraiment tout le monde. On va y venir sur les sujets de l'énergie. Je vais rester sur ce que j'appelle le choc politique. En fait, c'est une phrase, c'est Dominique Régnier qui était venu me dire ça, et au début, en fait, il me disait, la dépense publique génère la colère. Parce qu'on n'en a jamais assez, finalement. Oui, mais a priori, tu te dis, on va arroser de dépenses publiques et ça va calmer les choses. Non. C'est le contraire qui se passe. Et quand on voit les positions même de la CFDT sur la retraite, enfin, je veux dire, aujourd'hui, on dit à tous, c'est difficile de passer à 65 ans parce que finalement, il y a une ère du temps qui dit que soit on peut même remonter à 60, enfin redescendre à 60, pardon, soit carrément ne pas faire de réforme parce qu'il n'y aurait pas besoin.
Et c'est quand même, finalement, le syndicat réformiste principal qui dit qu'il n'y a pas besoin de réforme de retraite à proprement parler, en tout cas en termes de finances publiques. Et on ne peut pas dire que c'est d'une responsabilité majeure. Donc comment ils vont faire pour passer de l'irresponsabilité à la responsabilité en quelques jours ou quelques semaines? Est-ce que c'est quand même assez complexe à imaginer? Je ne suis pas d'accord avec vous là-dessus, Mathieu, sur les retraites, mais j'ai passé la semaine dernière à en parler, donc ceux qui nous écoutent tous les jours et qui nous regardent vont être saoulés si jamais je vous, si jamais je vous fais l'article. C'est la durée de cotisation qui compte, Mathieu, c'est pas l'âge légal. L'âge légal, en fait, on a agité un chiffon rouge et on a chauffé à blanc. Ouais. En fait, au cœur de la CFDT, en fait, on a tué la négociation avec ce chiffon rouge, qui n'a aucun sens. C'est la durée de cotisation. Il y a aussi les bases de cotisation. Moi, je pense qu'on est quand même le seul pays au monde où on a un régime de cotisation obligatoire jusqu'à 320 000 € de salaire. Et je pense que par rapport à une question de justice et dans le caractère redistributif de ce régime, il y a des choses majeures qui sont posées. Non, ça, pas de problème. Mais c'est sur la fameuse borne d'âge, tu vois, l'âge légal. Je dois dire, j'ai pas mal d'entretiens la semaine dernière. Vous pouvez y aller d'ailleurs, hein, si vous avez raté ça, c'est vraiment intéressant. J'avoue que j'ai changé d'avis. J'ai été convaincu par l'idée que c'était en fait un chiffon rouge qui chauffait à blanc des gens qui derrière ne pouvaient plus négocier parce que tu avais mis cette barrière devant eux qui était infranchissable. Françoise ? Moi, je partage. Je pense que c'est un sujet beaucoup plus compliqué que le sujet de l'âge. Et par contre, réforme après réforme et campagne après campagne, on a complètement... on n'a pas passé un message, on n'a pas fait la pédagogie nécessaire. Et donc, c'est un terrain très, très compliqué avec l'opinion. Ouais. Donc, ça, faute à tout le monde. Hein. Il faut s'y atteler, mais effectivement, de façon... On peut rester sans réforme. La réforme Touraine t'amène tranquillement à ses 64 ans, tu y es déjà d'ailleurs pas très très loin, tu es sur 63 ans et demi hein, d'âge moyen aujourd'hui de départ en retraite. La réforme Touraine t'y amène tranquillement. Si tu avais fait preuve d'un tout petit peu de finesse, tu aurais pu l'accélérer. Donc la réforme Touraine, c'est un trimestre supplémentaire tous les 3 ans. Bon, tu pouvais faire peut-être un trimestre tous les 2 ans, voire un trimestre tous les ans, pourquoi pas. En même temps, l'équilibre du régime de retraite lui-même ne le demande pas forcément, donc c'est bien l'idée de récupérer un peu de finances publiques pour aller financer d'autres, pourquoi pas le grand âge, qui peut être lié d'ailleurs à la retraite. Voilà. Mais, va écouter, Jean-Hervé Lorenzi est formidable, beaucoup de calme. Va écouter ça je sais pas, sur la route des vacances. Ça reste en podcast sur le site de Bismart. Et vous verrez ça. Tout ça peut se faire dans un grand calme, tu vois. C'est un peu ce qu'il nous disait. Bon, voilà, je referme la parenthèse. Ouais, alors, partenaires sociaux, Laurent Berger. Il en appelle à la responsabilité des acteurs politiques. Donc c'était une interview la semaine dernière dans l'Opinion. J'entends certains affirmer qu'ils vont résister, dit Laurent Berger. Un député n'est pas là pour résister, mais pour construire. Le rôle d'un député est de construire des solutions pour la population, c'est de représenter la nation, le peuple français. J'en appelle à la responsabilité de tous les parlementaires pour qu'ils se placent dans une logique de construction et de solution. Et ensuite, il parle des partenaires sociaux. Il revient aussi aux partenaires sociaux de prendre leurs responsabilités. Dans les mois à venir, la construction législative sera plus compliquée. Faisons de la construction contractuelle. Il est important que les organisations syndicales discutent avec le patronat pour élaborer une forme renouvelée de paritarisme. Alors, ce ne sont que des mots. Ouais, il prêche un peu pour sa paroisse. Ouais. Hein, mais il a raison sur le fond. Et d'ailleurs, je pense que si la France avait un peu moins de lois et si on traitait les sujets autrement que par la loi, et il y en a plein que l'on peut traiter autrement que par la loi, ça ne nous ferait pas mal. Hein. Enfin, je pense que si on sortait un peu de ce sujet où tout le monde veut avoir sa loi, je pense qu'on pourrait quand même avancer. Et on est avec des gars, Geoffroy Roux de Bézieux, qu'on connaît, nous, autour de cette table, donc Laurent Berger. Il va y avoir une succession à la tête de la CGT qui va s'organiser. Peut-être les gens qui sont idoines pour faire ces compromis. Qu'est-ce que tu en penses, Mathieu ? Moi, je pense qu'il faudrait qu'il soit précis sur ce qu'il veut dire, parce que là, on reste quand même dans une déclaration d'intention, mais très concrètement, par rapport à certains organismes paritaires sur lesquels on peut quand même avoir des doutes sur soit leur existence, soit sur même leur financement, je pense qu'il n'en parle pas vraiment. Pour toi, ils sont cuits, les syndicats, ils n'ont plus la main, ils ne peuvent pas la reprendre moi, pour être responsable d'un syndicat, je vois quand même un syndicat professionnel, mais je vois quand même la difficulté qu'il y a, ne serait-ce que pour passer des accords de télétravail, pour discuter, par exemple, du fractionnement du temps de travail, de discuter de l'autonomie dans le cadre du temps de travail, pour déterminer, par exemple, les seuils pour rentrer dans les forfaits jours. Bon, ça entendra le syndicat en l'espèce, c'est pas hyper allante.
D'accord. Donc, moi, c'est plus par des actes que par des déclarations d'intention. Et déjà, si on avait des syndicats constructifs, ils pourraient se donner des leçons aux parlementaires, très concrètement. Françoise, non, mais on va voir comment ça va se passer. Est-ce que l'histoire parce que je le disais la semaine dernière, toutes les entreprises aujourd'hui sont dans la co-construction. Je racontais, mais alors c'est ton quotidien, c'est votre quotidien à tous les deux. Très intéressante, université des achats, donc l'ensemble des acheteurs, et cette phrase que prononce l'un des acheteurs, plus personne n'est autoporteur. Tu es d'accord avec ça, Mathieu? C'est-à-dire, même Airbus, à la limite, ne peut plus concevoir tout seul son cahier des charges. Il le fait vraiment en partenariat. Les plus grandes entreprises aujourd'hui ne conçoivent plus toutes seules des cahiers des charges, mais le font en partenariat. C'est le quotidien des boîtes aujourd'hui. Ça fait 30 ans qu'on parle de l'entreprise étendue, donc je pense qu'on y est vraiment là. Ouais. Il n'y a plus de sujet, il n'y a plus personne qui peut croire qu'il peut bâtir une solution, un produit ou un service tout seul. Ça, je crois que c'est terminé. Et c'est vrai que le dialogue avec les acheteurs, il a changé un peu de nature quand même. Dans un contexte post-Covid, je pense qu'il y a quand même un changement de ton et de posture qui est quand même intéressant de noter. Et donc là, il y a l'entreprise, ou plutôt les responsables politiques, pour aller un petit peu regarder, mais comment vous faites, vous, là le gros avec le petit, comment ça discute, comment ça négocie, comment est-ce qu'on arrive à un compromis? Si on revient au syndicat, en fait, je pense qu'il y a aussi un écart énorme qui se crée entre les confédérations, les fédérations et les syndicats dans les entreprises, où il y a quand même une notion de responsabilité qui est nettement supérieure au plus près du terrain de ce qu'on peut ressentir au niveau des centrales syndicales. Et donc, c'est tout ça qui est en cours. Là, ce qui va être très intéressant avec la loi sur le pouvoir d'achat, ça va être la question sur la prime Macron, par exemple, qui va être un bon test. Vas-y, pourquoi? Parce que, en fait, moi, je trouve qu'elle est bizarre, cette prime Macron. Alors, à la fois, donc, elle s'appelle PEPA, je crois, son vrai nom. Voilà, prime, et je ne sais pas ce que c'est que le E. La prime Macron, d'ailleurs, je trouve. Je ne sais plus ce qu'est le E, mais c'est pouvoir d'achat derrière. Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, ça doit être ça. Voilà, bon, alors, ceci dit, c'est 6 000 €, donc c'est quand même énorme. Et peut-être, on va voir ce que va dire le texte, mais c'était un peu l'idée du gouvernement, c'est de la porter à 6 000 €. Avec des conditions de revenus. C'est-à-dire, en fait, il y a un effet de seuil couperet qui tombe, qui en plus, à mon avis, n'est pas totalement constitutionnel parce que c'est par individu et non pas par foyer fiscal. Donc, il y a quand même déjà une question qui se pose. C'est-à-dire que, franchement, voilà. Et en fait, ça met en grande difficulté les DRH. Je discutais avec plusieurs DRH la semaine dernière par rapport le curseur des 6 000 €. C'est énorme. Donc, en fait, ça met quelque chose dans la tête des syndicats de salariés et qu'il va falloir piloter et qui oblige, en fait, aussi les entreprises à ne pas s'arrêter au seuil sur lesquels il est défiscalisé. C'est-à-dire qu'en fait, on est obligé de mettre aussi à ceux qui sont au-dessus parce qu'il y a un effet évidemment, domino. Françoise, moi, je pense que c'est révélateur de tout ce qu'on a à apprendre. C'est-à-dire que la culture française et notre façon de faire les choses, elle n'est pas dans le compromis, elle n'est pas contractuelle par rapport aux pays du Nord. On raconte ça depuis 1000 ans. Donc, et là, il va falloir apprendre. Et alors, évidemment, apprendre rapidement et à marche forcée, c'est sans doute un peu compliqué. Et ça ne va pas se faire sans accroc. Mais c'est quand même le sens du monde, quoi. Les gens qui négocient et qui se parlent, ils se portent visiblement mieux que ceux qui s'affrontent. Bon, alors, quand on est réaliste, c'est vrai qu'on se dit les conditions ne sont pas complètement réunies immédiatement. Et quand même, cette prime pouvoir d'achat, c'est objectivement une baisse, même si elle est marginale, comme les idées d'heures supplémentaires défiscalisées. C'est une baisse du coût du travail. Oui, tout à fait. Et c'est quand même objectif, Mathieu, que de dire, c'est un peu le sens de l'appel qu'ont lancé, on va parler d'énergie justement, le sens de l'appel qu'ont lancé les trois grands producteurs là, dans le journal du dimanche hier. L'inflation, pour le coup, c'est sans doute le plus inégalitaire des impôts. Donc, l'idée qu'on soutienne un peu plus par ce dispositif les plus bas salaires par rapport au cadre n'est pas non plus absurde. Non, mais moi je suis pour cette prime, pour être clair. Simplement, je trouve que dans son montant, et par contre, là où je suis pas d'accord, c'est pourquoi créer un effet de seuil. Parce qu'en fait, parce que justement, tu estimes que c'est les plus bas salaires qui sont les plus lourdement impactés. C'est aux entreprises de déterminer en fait les conditions de pilotage de sortie en sifflet. Ouais. C'est aux entreprises de déterminer. Là, je trouve que c'est infantilisant. C'est-à-dire qu'en fait, voilà. Après, il peut y avoir un sujet de coût en finances publiques. C'est de l'argent public. Mais bon, il y a un moment donné, voilà. Non, je suis pour cette prime, et notamment parce que si à côté de ça, on laisse le signal prix évoluer sur le côté du coût de l'énergie, ça me va très bien. Il faut décorréler les deux. Mais ça ne se passera pas. Non, mais bon, si c'était pour faire ça, ça serait très bien. Voilà.
Mais par contre, ça ne protège pas tout le monde, puisque c'est dans les entreprises. Donc oui, et puis il y a cette idée de... c'est la CGPME qui pousse là-dessus, pouvoir le verser en plusieurs fois. Oui, mais ça me semble pas extrêmement complexe si c'est renvoyé dans le dialogue dans l'entreprise. Enfin, je ne connais pas les modalités, mais j'imagine que ça doit être possible de faire... Oui, mais c'est là où tu es dans l'ambiguïté totale. Donc Bruno Le Maire, ce matin, il va présenter, enfin, c'est pas lui qui va le présenter, c'est Madame la Première ministre, mais donc un programme pouvoir d'achat. Ils nous disent que c'est à 8 milliards, sans doute ce sera plus près de 12 ou de 15, tout en disant il y a une alerte sur les dépenses publiques. Oui. Donc c'est ça, verser en une seule fois, tu t'espères un peu limiter l'impact de la défiscalisation et de la désocialisation. En même temps, l'absurdité du détail de l'application, c'est bien la preuve qu'on ne peut pas tout traiter par la loi. La loi, elle est tellement homogène qu'elle n'arrive pas à traiter les particularités. Donc, je ne sais pas comment on traite le sujet de l'argent public dans un dispositif plus contractuel, mais si on était plus contractuel, on aurait une chance d'être plus près de certains secteurs qui n'ont pas les mêmes problématiques que d'autres. Donc, voilà, il faut qu'on arrive à ne pas mettre le Parlement sur tous les sujets. Oui, surtout que la nouvelle configuration du Parlement, le risque, c'est qu'à chaque fois, ça soit l'entreprise qui soit perdante. Parce que, comme les entreprises ne votent pas, il y a quand même un risque à chaque fois on soit les dindons de la farce du côté des entreprises. Oui. Et qu'il y a une course à l'échalote. Oui, c'est ça. Oui. Et c'est vraiment le risque, si je reviens sur les intérêts particuliers des entreprises, c'est vraiment le risque de cette nouvelle configuration. Juste un petit mot, parce que c'est Marc Lermite, là, l'associé EY, spécialiste de toutes ces questions d'attractivité qui sonnait l'alarme la semaine dernière sur ce plateau. Il disait les investisseurs internationaux se posent des questions. Tu as eu des échos là-dessus, toi, Mathieu ? Non, pas spécialement. Puis j'ai regardé quand même la presse internationale. En fait, aujourd'hui, il y a une dépriorisation du sujet français par rapport à ce qui se passe par ailleurs. Donc ça reste, plus... Bon, c'est la première fois quand même qu'on a un président qui est réélu, qui est quand même une figure qui a été très très vite connue mondialement, qui inspire quand même de la confiance dans les milieux internationaux. Donc certes, il y a c'est un petit peu comme si l'économie française était un peu en suspens d'un point de vue de l'agenda de la réforme, mais par rapport à ce qui se passe par ailleurs, je pense que très relatif, si on regarde ce qui se passe au Royaume-Uni, juste à côté, c'est quand même pas glorieux non plus. Donc voilà, je veux dire, en fait, en se comparant, ça reste, je crois, assez honorable. Et sur l'Allemagne, il y a aussi des vraies questions qui sont posées assez régulièrement, notamment ne serait-ce que sur l'approvisionnement énergétique. Donc quelque part, la France présente un profil plus raisonnable. Finalement rassurant. Après, il y aura peut-être quelques scènes assez affligeantes qu'on peut anticiper à l'Assemblée nationale. Voilà. Probablement. Non, enfin, moi, je n'ai pas eu d'alerte encore, mais j'ai bien peur qu'on soit en dessous du radar, de toute manière, avec nos sujets. Donc, voilà, c'est ça. Comme Mathieu, dépriorisation, il a dit. C'est un consultant, lui. Beaucoup plus poli. Mais il y a aussi, je pense, un univers d'affaires, de business, des entreprises qui inspire confiance. Là. Et puis... alors l'énergie. Tu penses qu'il faudrait, Mathieu, remettre donc là, le bouclier, tous les boucliers énergétiques sont maintenus. Elisabeth Borne a annoncé ça. Et toi, tu penses qu'il faudrait remettre le signal prix à la une ? Je pense qu'en fait, on est quand même d'abord, d'un point de vue général, dans une probable impasse pour cet hiver et l'hiver suivant. L'hiver suivant, encore plus. Donc voilà, d'où le cri d'alerte des trois patrons des grandes entreprises françaises énergétiques, et qui restent assez polis en fait dans leur tribune. Parce que la réalité, c'est qu'on ne va pas pouvoir passer tout ça en appelant au civisme. C'est-à-dire qu'il y a des chances qu'on soit obligé quand même de travailler sur des mécaniques réglementaires, complémentaires qui vont venir conforter la sécurité d'approvisionnement à moyen terme. Or, aujourd'hui, on ne discute pas du tout de ces sujets-là. Non. Et ça me semble, pour le coup, inquiétant. Et je pense qu'eux, ils sont inquiets parce que, d'abord, ça affecte leur PNL à eux, parce que, évidemment, ces boucliers se font en partie à leur détriment. Mais en partie. Ouais, mais pas vraiment en partie. Engie va être compensé du bouclier gazier. Vas-y. Mais c'est pas ça, c'est qu'ils doivent assurer quand même l'approvisionnement. Donc en fait, l'approvisionnement, il coûte de plus en plus cher. Oui. Donc il y a quand même un effet ciseau qui s'opère. Non, parce que alors j'ai regardé ça notamment pour le stockage, là, effectivement, ça peut être compliqué. A priori, il y a une garantie du gouvernement que si il y avait un effondrement des cours dans les mois qui viennent,
Il serait compensé. Il serait compensé. Oui, tout à fait. Mais néanmoins, on rentre dans une trajectoire qui n'est pas très positive pour eux. Mais en même temps, c'est leur boulot. Oui, c'est leur responsabilité de fournisseur d'énergie. Non, mais alors, sauf qu'en fait, on a quand même 3 chocs qui sont en cours. 2 chocs. Enfin, l'énergie, c'est quelque chose qu'on design sur le moyen long terme. On a 2 chocs qu'on s'impose à nous-mêmes, c'est-à-dire la taxonomie, pour 2035, en gros, et on a maintenant la fin des véhicules thermiques neufs, toujours pour 2035. En même temps, on a un choc non voulu qui est celui de la guerre en Ukraine. Donc, ça fait 3 chocs à digérer d'un coup. Quand même, parce que c'est tout de suite que ça démarre. En fait. Enfin, là, le seul choc dont on parle, c'est celui de la fin de l'approvisionnement russe, quoi. Oui, mais c'est celui-là qui est à la une de l'agenda. Ça stabilise quand même sensiblement nos marchés. Donc, on ne va pas pouvoir. Ça, je te confirme. Voilà. Et en même temps, on ne travaille pas, par exemple, sur le redesign des marchés, du marché de l'effacement, par exemple. C'est pas un marché aujourd'hui. Il faut se rendre compte que par rapport à il y a 20 ans, il est 3 fois inférieur. Il y a 20 ans, c'était 10 gigas. Maintenant, on est à 3 gigas. Donc, d'un mot, l'effacement, c'est les entreprises qui acceptent de temporairement stopper leur production. Mais sauf qu'on vient de déployer Linky, en fait, en fait, on a le réseau le plus intelligent au monde. Selon, je crois, il y a un index de Singapour qui a dit qu'on avait celui le plus intelligent au monde. Et on l'utilise même pas pour faire de l'effacement diffus chez les particuliers. Bon, donc ça pose quand même question. Et donc, il y a de la pédagogie à faire, mais ça veut dire qu'il va falloir quand même commencer à expliquer aux uns et aux autres qu'il y a un sujet et qu'on ne va pas pouvoir altérer le signal prix sans qu'il y ait des conséquences. Enfin, il faut qu'il y ait des conséquences dans les usages, quoi. Et ça nécessite de rétablir le marché de l'effacement. Il y a plusieurs années, j'avais fait interview. Schneider Electric avait investi là-dessus. Interview passionnante de celui de Schneider Electric France qui était en charge de ces questions et qui nous expliquait comment effectivement, en récupérant de l'énergie qu'on n'utilisait pas, on recréait 2 centrales nucléaires quasiment en France. Je voulais reparler de ça, ils ont arrêté. Tu as parfaitement raison, Schneider Electric a arrêté cette activité parce qu'il n'y avait pas de marché, il n'y avait pas de... Parce que l'énergie a été tellement peu chère qu'on n'a pas pensé moyen terme. Ouais. Ah oui. Non mais aujourd'hui, il y a un seul opérateur qui fait l'effacement diffus, c'est Voltalis, et c'est 150 mégas, donc c'est que dalle. Ouais. Et donc en fait, là, sauf que nous on a une infrastructure. On a bâti l'infrastructure. Ouais. Avec le Linky. Bah oui. Donc moi je comprends pas pourquoi on l'utilise pas. Non. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que le sujet de la sobriété, la sobriété d'une façon générale et la sobriété en matière de consommation énergétique va devoir absolument être travaillé. Très bien la tribune. Mais nous, boomers, ça ne nous fait pas peur. On a grandi avec la chasse au gaspille. Voilà. Il y a plein de choses. On se souvient tous des films à la télévision du gars qui mettait son pull là. Enfin, voilà. Oui, alors je ne sais pas si on a tellement mis des pulls et des chaussettes à cette époque-là. Ah, 75, 76, tout ça, si, ça avait fonctionné quand même. On était conscient qu'il fallait que le comportement avait un impact sur la consommation. Et je pense qu'il faut qu'on reprenne ce sujet-là. Il faut le reprendre sur l'énergie, mais il faut le reprendre sur des tas d'autres choses parce que c'est l'avenir de la planète qui est en jeu. Oui, mais tu vois, Françoise, je donne raison à Mathieu. J'ai l'impression qu'on essaye à tout prix de protéger alors je ne vais pas dire le consommateur, le particulier. J'ai l'impression que dans tout ce que fait le gouvernement, et Barbara Pompili, il y a quelques mois, et il faut lui rendre hommage, a travaillé efficacement sur un plan de continuation d'activité, on va dire comme ça, en cas de rupture brutale de l'approvisionnement russe. Bon ben voilà, on est dedans, ça y est, c'est fait. Mais à aucun moment, on a commencé à nous dire on va avoir besoin de vous, on va faire des coupes ponctuelles, j'en sais rien, moi, dans l'après-midi, aux heures les moins gênantes pour les particuliers. Enfin... Parce que le sujet, il n'est pas blanc ou noir, c'est qu'il y a des parts de la population, il y a un article dans Les Échos ce matin sur qui est touché par les coûts énergétiques, et évidemment, on n'est pas égaux face à ce sujet. Au-delà des coûts, c'est juste l'approvisionnement, là. Oui, mais... Parce qu'on va avoir un sujet d'approvisionnement, déjà. Hein. Oui, mais il y en a... Enfin, le problème des coûts traduit le fait qu'il y en a certains qui en ont plus besoin que d'autres. C'est vrai. Hein, c'est vrai. Et que quand on est à la campagne, on a besoin de sa voiture pour aller travailler. Enfin, ça a été dit des milliers de fois. Donc, le sujet social autour de la consommation d'énergie, d'une façon générale, de la consommation des émissions CO2, est un sujet qu'on évite. Parce qu'on a l'impression qu'il est trop compliqué, inflammable. Et je ne sais pas si on veut protéger le consommateur. Je pense qu'on veut surtout éviter ce débat public. Enfin, j'ai un peu plus l'impression. Je suis d'accord aussi. Que ce soit ça. Ouais. Moi, j'aime pas trop le mot de sobriété parce qu'en fait, ça renvoie plutôt des valeurs, alors que là, on a un problème de marché en fait, et il faut de l'efficacité en fait. Mais t'as un problème d'approvisionnement quand même. Non, mais concrètement là, tu y es pas. Voilà. Non, mais le mot sobriété, j'aime pas trop le mot sobriété d'un point de vue à ce qu'il renvoie. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut des mécanismes. Il faut des mécanismes, il faut revoir les marchés de capacité, il faut revoir les marchés d'effacement. Et en fait, ça veut dire qu'il y a un travail
à faire. On ne va pas juste pouvoir fonctionner en disant et s'il vous plaît, décalez votre consommation, etc. Parce que ça fait gagner entre 0 et 5 en fait, %. Là, on va devoir aller probablement jusqu'à 10 à 15. Et donc, ça nécessite des mécanismes. Et donc, il faut bien qu'on reparle de l'efficacité énergétique au sens noble du terme. La sobriété, ça appelle au bon vouloir de chacun. Et moi, j'aime pas ça parce qu'en fait, moi, je ne mettrais pas l'enjeu du système électrique sur le bon vouloir des uns et des autres. Moi, je pense qu'il faut les deux. Parce que tant qu'on n'a pas repris la notion de responsabilité de bien commun, on a un vrai sujet dans cette société d'une façon générale et en France en particulier. Et c'est bien ça qui nous manque aujourd'hui. Alors je dis, d'accord, c'est pas ça qui va sauver le monde, peut-être. Il faut les deux, mais il faut aussi ça. Ça fait un peu ringard, ça fait un peu vieille garde, etc. Mais enfin, il y a un moment où il va falloir qu'on s'occupe de autre chose que sa petite personne, chacun d'entre nous. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec Françoise. Pour moi, c'est une opportunité extraordinaire d'un enjeu collectif. Oui. Qui sera l'enjeu ensuite du XXIe siècle? On peut le mettre dans tous les sens, Mathieu. À un moment, tu as un sujet de sobriété. Oui, non, forcément, sur la bataille du CO2, à un moment, tu as un sujet de sobriété. Tu n'y arrives pas autrement. Donc, que tu le mettes là sur la table, dans un moment d'urgence, où si tu ne le fais pas, ça passe pas, tout simplement. C'est pas un réchauffement climatique dans 3 ans, peut-être, machin, ceci, cela. Non, c'est là. Et surtout l'hiver prochain, d'ailleurs, visiblement, une discussion que j'ai eue, moi, avec des gars d'Engie, surtout l'hiver prochain, en fait. Pourquoi se refuser ça, tu vois? Non, mais ce que je veux dire, c'est que des appels au civisme, ça peut marcher 1 fois, 2 fois, où les gens, effectivement, ils accepteront de revoir un petit peu leur consommation, de décaler de leur machine à laver pendant 2 heures, etc. Mais c'est juste qu'il faut qu'on l'organise pour de vrai. Parce qu'en fait, cette situation, elle est là pour longtemps. En fait, elle n'est pas là juste ponctuellement pour passer 3 jours, il ferait froid. C'est pas du tout la réalité de ce qu'on est confronté aujourd'hui. On marque une pause.